À l'occasion de l'anniversaire de ma mère, ma sœur a pris le micro, et a annoncé qu'elle avait une liaison avec mon mari. Ensuite, elle a dit à ma fille de 3 ans qu'elle était adoptée, en me traitant de menteuse. Alors, je me suis levé calmement, et j'ai fait une révélation. Tout le monde a commencé à crier. Le Larsen du micro a crissé à travers la salle de banquet, coupant court au bavardage festif de l'anniversaire, et forçant l'attention de tous vers la petite scène où se tenait ma sœur. Son visage était rouge. Que ce soit à cause du champagne, qu'elle avait bu constamment toute l'après-midi, ou à cause de l'adrénaline, je ne saurais le dire. Ce que je pouvais dire, en revanche, c'est qu'elle était sur le point de déclencher quelque chose. J'avais déjà vu ce regard, une détermination imprudente, mêlée à une satisfaction vindicative. Quoi qu'il se prépare, elle l'avait planifié, et elle allait en savourer chaque seconde. J'ai une annonce à faire, a déclaré Véronica, sa voix amplifiée par le système de sonorisation, que nous avions loué pour la fête des 60 ans de maman. Puisque nous sommes tous réunis ici, en famille, pour célébrer l'honnêteté et l'amour, je pense qu'il est temps que tout le monde connaisse la vérité. Mon mari, Marcus, s'est agité, mal à l'aise sur son siège à côté de moi. Ma fille de 3 ans, Claire, coloriée à la table des enfants, à l'autre bout de la pièce, totalement inconsciente du drame pour adultes qui était sur le point de se dérouler. Ma mère avait l'air confuse, mais ravie, supposant probablement qu'il s'agissait d'une sorte d'hommage, ou de l'annonce d'un cadeau surprise. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Aucun d'entre eux, à part moi, ne savait ce que ma sœur et mon mari faisaient, et ce, depuis exactement 6 semaines. Je le savais, je l'avais documenté, et je m'étais préparé pour le moment où leur liaison deviendrait publique. Je ne m'attendais tout simplement pas à ce que Véronica choisisse la fête d'anniversaire de notre mère, comme lieu pour ses aveux. Marcus et moi sommes amoureux, a annoncé Véronica, ses mots résonnant dans la salle soudainement silencieuse. Nous sommes ensemble depuis 8 mois, et je ne m'en excuse plus. Nous avons fini de nous cacher. Les halètements ont été audibles. La main de ma mère a volé à sa bouche. Mon père s'est à moitié levé de sa chaise, le visage assombri par la colère. Les parents et les amis de la famille ont regardé sous le choc, leur attention oscillant entre Véronica sur la scène, Marcus pétrifié à mes côtés, et ma propre expression, soigneusement neutre. Mais, Véronica n'en avait pas terminé. Elle a tourné son attention directement vers Claire, qui avait levé les yeux de son dessin face à l'agitation. « Et toi, ma chérie ?» a dit Véronica, avec une fausse douceur qui m'a glacé le sang. « Ta maman t'a menti toute ta vie. Tu es adoptée. Elle n'est pas ta vraie mère. Elle dit simplement à tout le monde qu'elle l'est, parce que c'est une menteuse, qui veut que tout le monde pense qu'elle est parfaite. » Le silence s'est brisé. Plusieurs personnes ont commencé à parler en même temps, les voix s'élevant, dans un choc et une indignation totale. Le visage de Claire s'est plissé de confusion, ne comprenant pas complètement ce qui avait été dit, mais reconnaissant le ton hostile. Ma mère pleurait. Mon père criait quelque chose à Véronica. Et Marcus restait simplement assis là, le visage pâle, sans me défendre ni rien nier, car tout était vrai. Claire était adoptée. Je ne l'avais jamais dit à la majeure partie de la famille, car l'adoption avait été compliquée, privée, et franchement, ce n'était pas leurs affaires. Seul Marcus, mes parents, et mon avocat, connaissaient l'histoire complète. Maintenant, Véronica avait utilisé cette information privée comme une arme, pour me blesser, et pour troubler ma fille, de la manière la plus publique et la plus humiliante possible. Je me suis levé lentement. Le mouvement a attiré l'attention, et, progressivement, le chaos s'est apaisé, alors que les gens se tournaient pour voir comment je réagissais à cette double révélation. Ce qui rend cela si percutant, ce n'est pas seulement la trahison, c'est le moment choisi et la cruauté. Annoncer une liaison est déjà brutal, mais y mêler un enfant de cette façon, franchit une limite bien plus sombre. Ce moment avec ta fille est ce qui change toute la tonalité. La tension monte, parce que tu ne réagis pas immédiatement. Garder son calme dans une situation conçue pour t'humilier, montre clairement que quelque chose de plus grand se prépare. Et, honnêtement, la partie la plus surprenante est celle-ci, elle pensait t'exposer, mais elle n'a pas réalisé que tu étais déjà préparé. Cette pause, juste avant que tu ne parles, ressemble au véritable point de bascule. Puis-je avoir le micro, ai-je demandé d'une voix basse. Véronica a semblé momentanément incertaine, mais elle me l'a tendu, s'attendant probablement à ce que je pleure, ou que je me défende. Au lieu de cela, je me suis tourné pour regarder la salle,
pleine de membres de la famille et d'amis, qui me dévisageaient tous, avec des expressions allant de la pitié au choc, en passant par une fascination horrifiée. Premièrement, ai-je dit, la voix ferme malgré les battements de mon cœur, oui, Claire est adoptée. J'ai finalisé son adoption il y a 2 ans, après que sa mère biologique, ma cousine Rachel, soit décédée d'un cancer. Rachel m'a demandé d'élever sa fille, parce qu'elle avait confiance en moi. Pour donner à Claire le foyer stable et aimant qu'elle méritait. Je ne l'ai pas annoncé publiquement, car l'adoption de Claire concernait ses besoins à elle, et non mon besoin de validation ou d'attention. Je l'ai regardé directement. Mais, tu le savais, Véronica. Pourquoi as-tu lu les documents privés dans mon bureau à domicile, alors que tu étais censé garder Claire le mois dernier? Tu as violé mon intimité, celle de ma fille, et la mémoire de Rachel, juste pour marquer des points. Dans n'importe quel jeu auquel tu es en train de jouer. Le visage de Véronica est devenu encore plus rouge. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais je n'avais pas fini. Deuxièmement, oui, Marcus et Véronica ont une liaison. Je le sais depuis 6 semaines. J'ai des emails, des SMS, des reçus d'hôtel, et des photographies, qui documentent chaque rencontre, chaque mensonge, et chaque euro des fonds conjugaux, que Marcus a dépensé pour sa maîtresse. Marcus s'est levé brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. Cynthia, nous devons parler de cela en privé. Assieds-toi, ai-je dit froidement. Tu as perdu le droit à la vie privée, quand tu as commencé à coucher avec ma sœur, quand tu as choisi de l'amener dans notre lit pendant que je voyageais pour le travail, et quand tu as utilisé le fonds universitaire de notre fille, pour payer vos escapades du week-end. La salle a explosé de nouveau. Mon père avait l'air sur le point de faire une attaque. Ma mère sanglotait maintenant ouvertement. Plusieurs parents criaient des questions, ou des condamnations. J'ai légèrement haussé la voix, pour être entendu par-dessus le chaos. Mais, voici ce qu'aucun d'eux ne savait, pendant qu'ils se cachaient, et planifiaient cette révélation dramatique. J'ai sorti un document plié de mon sac, et je l'ai levé bien haut. J'ai demandé le divorce il y a 4 semaines. Marcus a reçu les papiers à son bureau mardi dernier. Il les a signés mercredi. Notre mariage est légalement terminé. Le visage de Marcus a perdu toutes ses couleurs. Tu as dit que c'était des documents commerciaux de ton avocat. Tu as dit. J'ai menti, ai-je dit simplement, de la même manière que tu mens depuis 8 mois. La différence, c'est que mon mensonge était une protection stratégique. Le tien n'était qu'une trahison. J'ai ramené mon attention sur la salle. L'accord de divorce m'est extrêmement favorable, parce Marcus a signé sans lire attentivement. Il était trop occupé à envoyer des SMS à Véronica, concernant leur projet, pour réaliser qu'il acceptait de m'accorder la garde totale de Claire, la maison, sa pension, et 70% de nos biens. Quoi? La voix de Marcus s'est brisée en prononçant ce mot. Ce n'est pas possible. Je l'aurais remarqué. L'aurais-tu remarqué, si tu avais lu les documents au lieu de les survoler, et de signer pour pouvoir retourner avec ta maîtresse? Ton avocat, lui, l'a remarqué. Il t'a appelé 3 fois, pour discuter de ses inquiétudes concernant les termes. Tu as ignoré les 3 appels. Cette partie était particulièrement satisfaisante. L'avocat de Marcus avait, en effet, essayé de le joindre. Il lui avait envoyé des emails, soulignant des clauses problématiques. Mais, Marcus avait été trop distrait par sa liaison, pour prêter attention à ce qu'il signait. Le divorce est finalisé depuis hier, ai-je continué. Ce qui signifie que Marcus n'est plus mon mari. Il est libre d'être avec Véronica, sans cette ennuyeuse culpabilité liée à l'adultère. J'ai regardé ma sœur, qui était restée très immobile sur la scène. Bien sûr, il est aussi ruiné maintenant. La maison, les économies, les comptes d'investissement, tout est protégé à mon nom, ou dans la fiducie de Claire. Marcus n'a plus que son salaire, et ce qu'il pourra entasser dans l'appartement qu'il devra louer. Puisqu'il n'a plus aucun droit de propriété sur notre maison. Ce qui rend cela puissant, ce n'est pas l'exposition des faits, c'est le contrôle. Elle a essayé de t'humilier publiquement, en pensant qu'elle avait le dessus, et au lieu de cela, elle est tombée directement dans un piège que tu avais déjà sécurisé. La livraison calme change tout. Pas de panique, pas de précipitation, juste des faits exposés les uns après les autres, jusqu'à ce que toute la salle change de camp. C'est ce qui transforme le chaos en conséquence. Et ce détail, où il a tout signé sans lire,
c'est le genre de mouvement silencieux qui frappe plus fort que n'importe quel cri. Véronica a finalement retrouvé sa voix. Tu l'as manipulé pour qu'il signe. Je lui ai présenté des documents juridiques, préparés par mon avocat. Il les a signés volontairement, sans les lire attentivement. Ce n'est pas de la manipulation. Ce sont les conséquences naturelles, de donner la priorité à une liaison, au détriment de ses intérêts juridiques. Je me suis tourné pour m'adresser à ma mère, qui avait cessé de pleurer, et me regardait, en état de choc. Maman, je suis désolé que ta fête d'anniversaire se soit transformée en scène pour ce drame. Véronica a choisi ce moment, n'est-ce pas? Je prévoyais de parler du divorce à la famille la semaine prochaine, une fois que ta célébration aurait eu lieu. Ma mère a hoché la tête lentement, son expression passant de la dévastation, à quelque chose de plus dur, alors qu'elle regardait Véronica. Descends de cette scène. Sors de cette fête. Je ne veux pas te voir en ce moment. Maman. La voix de Véronica est devenue stridente. Tu ne peux pas être sérieuse. Je suis ta fille. Et Cynthia l'est aussi. Celle que tu viens d'essayer d'humilier devant toute notre famille. Celle dont tu as séduit le mari. Celle dont tu as traumatisé la fille, avec des informations que tu n'avais pas à partager. La voix de ma mère tremblait, mais elle était ferme. Pars, maintenant. Mon père s'était approché, pour se tenir à côté de maman, la main sur son épaule, formant un front uni. Tu as entendu ta mère. Pars. Véronica a regardé autour d'elle, attendant apparemment que quelqu'un la défende, ou du moins, compatisse avec elle. Mais les visages qui la regardaient, variaient du dégoût au jugement glacial. Toute la sympathie qu'elle aurait pu obtenir, en tant que l'autre femme, s'est évaporée lorsqu'elle a attaqué une enfant de 3 ans. Elle a jeté le micro au sol, il a rebondi avec un autre cri de Larsen, et elle s'est dirigée furieusement vers la sortie. Marcus a commencé à la suivre, puis a semblé réaliser qu'il n'avait nulle part où aller, et rien à lui offrir. Le bail de l'appartement est aux 2 noms, a-t-il dit désespérément en se tournant vers moi. Tu ne peux pas simplement me jeter dehors. C'est déjà réglé. Tes affaires sont dans l'unité de stockage 24 juillet, du complexe de Riverside. La clé est à la réception. Tu as 30 jours pour trouver un logement permanent, avant que les frais de stockage ne commencent à être déduits de ton salaire. C'est de la folie. Tu ne peux pas. J'ai des droits. Tu as exactement les droits spécifiés dans le jugement de divorce que tu as signé. Ce qui inclut des visites supervisées avec Claire, en attendant l'évaluation de la garde, et aucune réclamation sur les biens conjugaux. Au-delà des articles spécifiques énumérés dans l'annexe C, mon père a fait un pas en avant, et Marcus a sagement cessé de discuter. Papa n'était pas un homme imposant, mais son expression montrait clairement que Marcus n'était plus le bienvenu dans cette famille, et ce, de façon permanente. Je pense que tu devrais partir, a dit papa d'une voix basse, avant que je n'oublie que nous sommes dans un bel endroit, et que je ne fasse quelque chose qui décevrait ton ex-belle-mère, pour son anniversaire. Marcus est parti. La porte s'est fermée derrière lui, avec un caractère définitif, qui ressemblait vraiment à la fin que c'était. J'ai traversé la pièce jusqu'à la table des enfants, où ma tante Sandra consolait Claire. Ma fille m'a regardé avec des yeux confus et larmoyants. Maman, je suis adoptée? Je me suis agenouillé à sa hauteur. Oui, ma chérie. Nous en avons parlé, tu te souviens? Ta première maman était ma cousine Rachel. Elle est tombée très malade, et elle est partie au paradis. Et avant de le faire, elle m'a demandé d'être ta maman pour toujours, parce qu'elle t'aimait beaucoup. Et qu'elle voulait que tu sois en sécurité et heureuse. Mais, tu es ma vraie maman. Je suis ta maman pour toujours. C'est ce qu'il y a de plus vrai au monde. Elle a traité cela avec la résilience des jeunes enfants, qui font confiance aux adultes ayant prouvé leur fiabilité. D'accord. Je peux avoir encore du gâteau. Oui, tu peux avoir encore du gâteau. Elle s'est remise à colorier, la crise déjà oubliée, de la manière dont les enfants de 3 ans peuvent compartimenter le chaos des adultes. Elle aurait éventuellement besoin d'une thérapie pour assimiler tout cela, mais pour l'instant, elle allait bien. Moi, je n'allais pas bien, loin de là, mais je fonctionnais, et c'était suffisant. Ma mère s'est approchée avec précaution, les yeux rouges à force de pleurer, mais l'expression déterminée. Cynthia, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée que Véronica était capable d'une chose pareille. Moi non plus, ai-je admis, pas avant de trouver les premiers SMS,
il y a 6 semaines. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Parce que j'avais besoin de temps, pour me protéger légalement, moi et Claire, avant que les émotions ne s'en mêlent. Si je l'avais dit tout de suite, il y aurait eu un drame familial, qui aurait pu avertir Marcus, et le pousser à être plus prudent. J'avais besoin qu'il se sente en sécurité. Ma mère m'a serré fort dans ses bras. Tu es beaucoup plus forte que je ne le pensais. J'ai appris de toi, lui ai-je dit. Tu nous as toujours dit de contrôler ce que nous pouvions, et de nous préparer pour ce que nous ne pouvions pas contrôler. Là, c'était les deux. La fête a finalement repris, bien que l'énergie ait fondamentalement changé. Les gens se sont approchés de moi tout au long de l'après-midi. Certains m'ont offert leur sympathie, d'autres ont posé des questions, et quelques-uns m'ont simplement serré dans leurs bras, sans dire un mot. Mon oncle Raymond, qui était avocat, m'a coincé près de la table des desserts. C'était une stratégie juridique formidable. Risquée, mais efficace. Son avocat a essayé de l'avertir, ai-je dit. Ce n'est pas de ma faute s'il était trop distrait pour écouter, n'est-ce pas? Attention, si Marcus redevient intelligent, et engage un meilleur avocat, il pourrait contester certaines de ses clauses. Il pourrait, mais les preuves de la liaison sont largement documentées, y compris l'utilisation abusive des fonds conjugaux, pour sa relation avec Véronica. Même s'il conteste, il ne partira pas avec grand-chose. Raymond a hoché la tête avec approbation. Rappelle-moi de ne jamais te mettre en colère. Une politique intelligente. Le chaos qu'elle a créé était bruyant et désordonné. Mais ta réponse a tranché à travers tout cela. Pas de panique, pas de précipitation, juste des faits, un bon timing et de la préparation, le tout atterrissant en même temps. Ce qui ressort vraiment, c'est la façon dont elle a essayé de t'humilier publiquement, et a fini par s'exposer elle-même à la place. Le moment où tu as révélé que tu avais déjà une longueur d'avance, a tout changé instantanément. Et ce détail avec ta fille est ce qui compte le plus. Même au milieu de tout ça, tu l'as ancré dans la réalité, tu as gardé les choses simples, et tu as protégé son sentiment de sécurité. Ce contraste en dit long sur celle qui a vraiment fait preuve de bienveillance. En fin de compte, il ne s'agit même pas de vengeance, il s'agit de contrôle, et de reprendre le récit, avant que quiconque puisse le déformer. Le trajet pour rentrer de la fête m'a semblé surréaliste. Claire s'est endormie dans son siège auto en quelques minutes, épuisée par ses montagnes russes émotionnelles, qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Je n'arrêtais pas de regarder dans le rétroviseur, m'attendant à moitié à ce que Marcus ou Véronica nous suivent, mais la route derrière moi est restée vide. Quand nous sommes arrivés, la maison m'a paru différente. Elle était légalement à moi depuis des semaines, mais maintenant, elle me semblait aussi émotionnellement mienne. Plus besoin d'attendre que Marcus passe la porte. Plus besoin de faire semblant que tout allait bien, pendant que je rassemblais des preuves de sa trahison. La comédie était terminée. J'ai mis Claire au lit et je l'ai bordée, en l'observant dormir paisiblement. Malgré tout ce qui s'était passé, elle avait mieux géré le chaos que la plupart des adultes. Peut-être parce qu'à 3 ans, elle ne comprenait pas toute la portée de ce que Véronica avait essayé de faire. Ou peut-être parce qu'elle savait, à un niveau fondamental, que je la protégerais toujours. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de revivre le moment où Véronica avait pris ce micro, avec cette satisfaction vindicative sur le visage, alors qu'elle s'apprêtait à faire exploser ce qu'elle pensait être ma vie parfaite. Elle voulait me blesser publiquement. Elle voulait que tout le monde me voie humilié et brisé. Au lieu de cela, ils avaient vu sa cruauté, et mon sang-froid. Ils avaient vu la panique de Marcus, et ma préparation. Tout le plan élaboré qu'elle avait construit, s'était effondré à l'instant même où j'ai révélé que j'avais 3 coups d'avance, et ce depuis le début. Mon téléphone a commencé à vibrer vers 23 heures. Des SMS de parents et d'amis de la famille, tous des variations sur les mêmes thèmes. Certains offraient leur soutien, d'autres demandaient plus de détails, et quelques-uns se demandaient si j'avais été trop dur dans ma réponse. J'ai ignoré la plupart d'entre eux, ne répondant qu'à ceux des personnes qui comptaient. Ma mère a appelé juste après minuit. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé, la voix enrouée par les pleurs. « Je vais bien, maman. » Vraiment. Je n'arrête pas de penser à ce que Véronica a dit à Claire. Comment a-t-elle pu faire ça? À un bébé. Claire n'est plus un bébé. Mais oui, c'était délibérément cruel. Je ne comprends pas ce qui lui a pris. La Véronica que j'ai élevée n'aurait pas fait une chose pareille. J'ai eu envie de lui dire que, peut-être,
la Véronica qu'elle avait élevée avait toujours été capable de ça. Que nous ne l'avions peut-être simplement pas vue, parce que sa cruauté n'avait jamais été dirigée contre quelqu'un auquel maman tenait, auparavant. Mais cela m'a semblé trop dur, pour une femme qui venait de voir la fête de son 60e anniversaire s'effondrer. Les gens font des choix, ai-je dit à la place. Véronica a fait les siens. Maintenant, elle doit vivre avec. C'est ma fille. Je ne peux pas simplement cesser de l'aimer. Je ne te le demande pas. Mais l'aimer ne signifie pas accepter ce qu'elle a fait, ni minimiser le mal qu'elle a causé. Maman est restée silencieuse pendant un long moment. Tu as raison. J'aimerais que les choses soient différentes. Moi aussi, mais elles ne le sont pas. Et faire des vœux ne change pas la réalité. Nous avons parlé encore 20 minutes, avant qu'elle ne me laisse enfin partir. Je pouvais entendre l'épuisement dans sa voix, le poids d'assimiler le fait que les vies de ses deux filles avaient fondamentalement changé, en l'espace d'une après-midi. Le lendemain matin a apporté d'autres conséquences. Marcus a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Apparemment, il avait découvert que j'avais bloqué son téléphone habituel. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale, puis j'ai écouté son message avec une curiosité distante. Cynthia, il faut qu'on parle. Mon avocat dit que l'accord de divorce pose des problèmes, qui doivent être réglés. Tu ne peux pas tout prendre comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Rappelle-moi. J'ai effacé le message vocal sans répondre. Son avocat pourrait contacter mon avocat, s'il y avait des préoccupations légitimes. Je n'avais plus l'intention d'interagir directement avec Marcus, plus jamais. Le travail a été inconfortable ce lundi-là. La nouvelle du désastre de la fête d'anniversaire s'était répandue dans notre cercle social, et plusieurs de mes collègues avaient entendu différentes versions de l'histoire. Ma patronne m'a convoqué dans son bureau en milieu de matinée, le visage inquiet. Cynthia, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé ce week-end. Si tu as besoin de temps libre. Je vais bien, les jeux interrompus. En fait, je vais même mieux que bien. Le divorce est finalisé. La partie difficile est terminée. Je préfère être ici, à travailler, qu'à la maison, à ressasser. Elle a scruté mon visage, à la recherche de signes d'effondrement ou de déni. Si tu es sûr, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Je l'apprécie vraiment. La vérité, c'est que le travail m'offrait une structure et une distraction. Aider les clients à planifier leur avenir financier, revoir les stratégies d'investissement, analyser les risques. Tout cela semblait concret et gérable, d'une manière que ma vie personnelle n'avait pas été depuis des mois. Ici, les problèmes avaient des solutions. Les chiffres s'additionnaient correctement, ou non. Il y avait de la clarté dans cette simplicité. Dès le mercredi, Véronica avait commencé sa campagne de réconciliation. Des SMS qui commençaient par des excuses, et devenaient rapidement accusateurs, quand je ne répondais pas. Des emails expliquant sa version de l'histoire, comment la liaison s'était simplement produite, comment elle et Marcus étaient destinés à être ensemble, et comment j'étais vindicative, en montant tout le monde contre elle. J'ai tout sauvegardé, sans lire la majeure partie. Des preuves. C'est ce que m'avait conseillé mon avocat, au cas où Véronica passerait de contrariante à dangereuse. L'escalade est arrivée le vendredi soir. Je préparais le dîner, quand la sonnette a retenti avec insistance, suivie de coups à la porte. À travers le Judas, j'ai pu voir Véronica sur mon porche, le visage taché de larmes. « Je sais que tu es là », a-t-elle crié. « Il faut qu'on parle de ça. Tu ne peux pas m'ignorer pour toujours. » Je me suis éloigné de la porte, le cœur battant. J'ai appelé la ligne non urgente de la police, et j'ai expliqué que ma sœur me harcelait chez moi, et que je voulais qu'elle soit expulsée de la propriété. L'opératrice m'a demandé si je me sentais menacé. J'ai regardé Claire, qui s'était avancée dans le salon, curieuse du bruit, et j'ai repensé à la cruauté de Véronica lors de la fête d'anniversaire. Oui, ai-je répondu, j'ai une demande d'ordonnance restrictive prête à être déposée, si nécessaire. 2 policiers sont arrivés en 15 minutes. Par la fenêtre, je les ai regardés parler à Véronica, qui gesticulait de manière dramatique, en pointant ma maison. Un officier s'est approché de ma porte, pendant que son collègue maintenait Véronica sur le trottoir. Madame Patterson, je suis l'officier Davis. Votre sœur dit qu'il y a eu un malentendu familial, et qu'elle veut juste parler. Il n'y a aucun malentendu. Elle a eu une liaison avec mon mari,
Elle l'a annoncé publiquement à la fête d'anniversaire de ma mère, et elle a dit à ma fille de 3 ans qu'elle était adoptée, de la manière la plus cruelle possible. Je ne la veux pas sur ma propriété. L'expression de l'officier Davis est passée de neutre à désapprobatrice, alors qu'il regardait Véronica. Voulez-vous déposer un avertissement formel pour intrusion? Oui, et je déposerai une ordonnance restrictive lundi matin. C'est compris. Nous allons nous assurer qu'elle parte, et documenter l'incident. J'ai regardé les policiers escorter Véronica jusqu'à sa voiture. Ses protestations étaient audibles, même à travers mes fenêtres fermées. Elle s'est éloignée lentement, fixant ma maison comme si j'étais la méchante de ce scénario. Ce week-end-là, je me suis enfin autorisé à ressentir tout ce que j'avais refoulé. La colère face à la trahison de Marcus. La douleur suite à l'attaque de Véronica. L'épuisement de ces mois passés à faire semblant que tout allait bien, pendant que je me préparais secrètement à la guerre. Le deuil de la famille que je pensais avoir, face à la réalité de ce que nous étions vraiment. J'ai pleuré sous la douche, là où Claire ne pouvait pas m'entendre. J'ai crié dans un oreiller. J'ai laissé la rage et la douleur s'évacuer, d'une manière que je ne m'étais pas permise, pendant toutes ces semaines de planification stratégique. Le dimanche soir, je me sentais vide, mais plus lucide. Ces émotions avaient été nécessaires, mais elles ne changeaient pas les faits. Marcus et Véronica m'avaient trahi. Ma famille s'était rangée, en majorité, de mon côté. Le divorce était définitif, et en ma faveur. Claire était en sécurité et aimée. Tout le reste n'était que du bruit, avec lequel je pouvais choisir de m'engager, ou que je pouvais ignorer. J'ai choisi de l'ignorer en grande partie. Les semaines suivantes ont été étranges, dans leur tranquille normalité. Véronica a essayé de me contacter plusieurs fois. Des SMS provenant de nouveaux numéros, des emails depuis des comptes que je n'avais pas encore bloqués. Elle s'est même présentée chez moi, jusqu'à ce que je menace d'appeler à nouveau la police, et je l'ai d'ailleurs fait la 2e fois. Elle voulait expliquer, se justifier, et me faire comprendre, d'une manière ou d'une autre, qu'elle et Marcus étaient amoureux, et que cela excusait tout. Je l'ai bloquée de partout, et j'ai fini par obtenir une ordonnance d'éloignement, quand elle n'a pas voulu s'arrêter. Marcus a essayé une approche différente. D'abord des excuses, puis de la colère, face à mon manque de réaction. Il a affirmé que je l'avais piégé, manipulé, et que j'avais profité de son état émotionnel. Son nouvel avocat a bien contesté certaines conditions du divorce, mais les preuves de la liaison, et de l'utilisation abusive des fonds, étaient accablantes. L'accord a été maintenu. Marcus a récupéré ses vêtements, sa voiture, et une portion de nos biens bien inférieure à ce qu'il espérait au départ. Il a dû louer un studio, dans un quartier moins chic que celui auquel il était habitué. Aux dernières nouvelles, sa relation avec Véronica a implosé, environ 3 mois après la fête d'anniversaire, une fois que la réalité de leur situation financière est devenue claire. Ma mère a lutté pendant des mois, avec ce que Véronica avait fait. Elle voulait pardonner à sa fille. Elle voulait trouver un moyen de réparer cette relation, mais Véronica refusait de s'excuser. Elle insistait sur le fait qu'elle n'avait rien fait de mal, que Marcus et elle étaient des âmes sœurs, et que j'étais vindicative, pour ne pas accepter simplement leur amour. Finalement, maman a cessé d'essayer. Elle a envoyé un dernier email, disant que lorsque Véronica serait prête à assumer ses vraies responsabilités, elle pourrait parler. Mais jusqu'à ce moment-là, elle avait besoin de distance, pour assimiler ce dont sa plus jeune fille était capable. Papa a complètement coupé les ponts avec Véronica. Il a modifié son testament, l'a retiré des comptes familiaux, et a cessé de répondre à ses appels. Il était beaucoup moins partagé que maman. Dans son esprit, j'avais protégé la famille, et Véronica avait attaqué la famille. C'était impardonnable. Claire s'est remarquablement bien adaptée, compte tenu du traumatisme de cette annonce publique. Son thérapeute a expliqué que les enfants sont résilients, lorsqu'ils ont des figures d'attachement primaires stables, et je lui avais fourni cette constance. Nous avons parlé de son adoption avec des mots adaptés à son âge, de Rachel, de combien elle l'avait aimé, et de la façon dont les familles existent sous différentes formes. Elle a maintenant 7 ans, s'épanouit en CE1, sans aucun dommage durable apparent, suite à la cruauté de Véronica. Elle ne pose pas beaucoup de questions sur Marcus. Il a progressivement disparu de sa vie, après quelques visites supervisées, où il est devenu clair qu'il n'avait aucune idée de la façon d'être père, quand cela exigeait un véritable effort. Ses droits de visite ont finalement été résiliés d'un commun accord,
lorsqu'il a déménagé dans un autre État pour une opportunité de travail. Parfois, il envoie des cartes d'anniversaire, toujours en retard, généralement avec des messages génériques qui pourraient s'appliquer à n'importe quel enfant. Claire les garde dans une boîte, mais ne semble pas particulièrement y être attachée. Quant à moi, j'ai systématiquement reconstruit ma vie. J'ai vendu la maison, qui contenait trop de souvenirs, et j'en ai acheté une plus petite, dans un quartier avec de bonnes écoles. Je me suis concentré sur ma carrière de planificatrice financière. Ironiquement, j'ai utilisé les compétences qui m'avaient aidé à protéger mes actifs pendant le divorce, pour aider d'autres femmes à faire de même. J'ai recommencé à sortir avec des hommes après 2 ans, avec beaucoup de prudence. J'ai finalement rencontré quelqu'un, qui respectait mes limites, et comprenait pourquoi j'en avais besoin. Nous sommes ensemble depuis 18 mois, et il s'entend bien avec Claire. Il est patient face à mes problèmes de confiance, et honnête à propos de son propre passé. Je n'ai pas parlé à Véronica depuis 4 ans. Je ne l'ai pas vue. Je n'ai pas répondu aux messages occasionnels, qui arrivent encore par divers canaux. Elle est une étrangère pour moi, maintenant. Quelqu'un que je connaissais, et qui a pris des décisions qui ont brisé tout lien, que nous aurions pu avoir. Certaines personnes pensent que je devrais lui pardonner, que garder rancune n'est pas sain, que la famille devrait trouver un moyen de surmonter les conflits. Mais ces personnes ne comprennent pas que le pardon, ce n'est pas la même chose que la réconciliation. J'ai pardonné à Véronica, dans le sens où je ne lui souhaite activement aucun mal, ni ne pense souvent à elle, mais cela ne signifie pas que j'ai besoin de la voir dans ma vie. Elle a choisi de faire exploser notre relation, lors de la fête d'anniversaire de notre mère. Elle a choisi de traumatiser ma fille pour me blesser. Elle a choisi de faire passer une liaison, avant tout sens de la loyauté familiale, ou de la décence élémentaire. Ces choix ont des conséquences, et l'une d'entre elles, c'est qu'elle a perdu sa sœur. Je vis très en paix avec ce résultat. Ma vie est plus calme sans le drame, et plus stable sans quelqu'un qui essaie activement de me rabaisser. Claire a des grands-parents, des oncles, des tantes et des cousins qui l'aiment. Elle n'a pas besoin de la tante qui a qualifié son adoption de mensonge. L'incident de la fête d'anniversaire est devenu une légende familiale. Une histoire qui est racontée, avec différents niveaux de détails, selon la personne qui la raconte. Certaines versions me dépeignent comme vindicative et calculatrice. D'autres font de moi l'héroïne, qui a retourné la situation après une trahison. La vérité se situe probablement quelque part au milieu. J'ai fait ce que je devais faire, pour me protéger, moi et ma fille. J'ai utilisé la loi, et une planification minutieuse, pour m'assurer de ne pas être vulnérable. J'ai contrôlé l'information et le timing, pour maximiser mon avantage. Était-ce manipulateur? Probablement. Était-ce justifié? Je le crois. Marcus a pris la décision de trahir notre mariage. Véronica a pris la décision de poursuivre le mari de sa sœur, puis d'attaquer la fille de sa sœur. Ils ont créé la situation. Je n'ai fait que contrôler la façon dont elle s'est terminée. En repensant à ce moment où je me suis levé dans la salle de banquet, le micro à la main, je me souviens de la clarté que j'ai ressentie. Les mois de préparation, les nuits de larmes de colère, la documentation minutieuse. Tout s'est réuni dans ces quelques minutes, où j'ai pu contrôler le récit, au lieu d'être soumise à la cruauté de quelqu'un d'autre. Véronica pensait qu'elle me détruisait. Elle pensait qu'exposer l'adoption et la liaison, m'humilierait jusqu'à la soumission. Que cela ferait de moi, en quelque sorte, la méchante de son histoire d'amour avec Marcus. Au lieu de cela, elle m'a offert la plateforme idéale, pour révéler à quel point je les avais surpassés tous les deux. Pour montrer à tout le monde que je savais, que j'avais planifié, et que j'avais déjà gagné, avant même qu'elle ne commence à se battre. Les cris ont commencé quand j'ai révélé que le divorce était définitif. Tout le monde parlait en même temps. Marcus paniquait en réalisant ce qu'il avait signé. Véronica comprenait que son grand geste n'avait rien accompli, si ce n'est de s'aliéner la famille. Ce chaos était le son de ma victoire. Pas jolie, pas silencieuse, mais absolument totale. 4 ans plus tard, je peux dire honnêtement que cette fête d'anniversaire a été l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. Non pas parce que j'ai apprécié la confrontation, ou la trahison qui l'a précédée, mais parce qu'elle a forcé tout le monde à mettre les choses en lumière. Elle a rendu impossible le maintien de mensonges confortables, ou de faire semblant que tout allait bien. L'explosion a balayé tout ce qui n'était pas solide, le mariage fondé sur les mensonges de Marcus,
la relation avec une sœur qui plaçait ses désirs au-dessus de la décence élémentaire, l'illusion que la loyauté familiale était inconditionnelle, ou que la confiance pouvait exister sans intégrité. Ce qui est resté, une fois la poussière retombée, était authentique. Mes parents, fidèles et constants. Ma fille, résiliente et aimée. Et moi-même, plus forte que je ne l'aurais jamais cru. J'ai acquis la certitude que, lorsque quelqu'un essaie de vous détruire publiquement, la meilleure vengeance est de révéler calmement que vous avez déjà gagné en privé. Je me suis levé, j'ai fait ma révélation, je les ai laissés crier, et je suis parti de cette fête avec tout ce qui comptait. Ma fille, ma dignité, et ma liberté face à des personnes qui avaient prouvé ne mériter ni l'une ni l'autre. Ce n'est pas seulement de la vengeance. C'est de la justice, de la protection, et le genre de pensée stratégique qui transforme la trahison en pouvoir. Véronica a pris le micro en pensant qu'elle avait tout le pouvoir, mais le pouvoir ne vient pas des annonces choquantes ou de l'humiliation publique. Il vient de l'information, de la préparation, et de la volonté d'agir quand les autres en sont encore à réagir. J'avais les trois. Elle n'en avait aucune. Tout le monde a commencé à crier, mais j'avais déjà fini de parler. J'en avais fini avec ce mariage, avec cette sœur, et avec cette version de moi-même, qui aurait essayé de sauver des relations qui ne valaient pas la peine d'être sauvées. La femme qui s'est levée à cette fête d'anniversaire, n'était pas la femme que Marcus avait épousée, ni la sœur avec qui Véronica avait grandi. C'était quelqu'un de nouveau, de plus dur, quelqu'un qui avait appris que survivre signifie parfois brûler tout ce qui n'est pas inifugé. 4 ans plus tard, je suis toujours debout. Je continue de protéger ma fille. Je continue de construire une vie sur des bases honnêtes, plutôt que sur de jolis mensonges. Et Véronica essaie toujours d'expliquer pourquoi elle a pensé qu'attaquer une enfant de 3 ans, à une fête d'anniversaire, était une expression acceptable de l'amour. Je sais quelle position je préfère défendre. Le Larsen du micro a crissé dans la salle de banquet cet après-midi-là, coupant court à la célébration, et attirant l'attention sur le chaos. Mais le son dont je me souviens le plus clairement, ce ne sont pas les cris qui ont suivi ma révélation, c'est le silence, juste avant que je ne prenne la parole. Ce moment où tout le monde attendait de voir si j'allais m'effondrer ou riposter, si j'allais accepter l'humiliation ou m'y opposer. J'ai choisi de me battre. J'ai choisi de révéler que je m'étais battu pendant tout ce temps, mais en silence et de manière stratégique, plutôt que bruyamment et avec désespoir. Ce choix a tout changé. Pas seulement l'issue du divorce ou la relation avec ma sœur, mais la compréhension de ma propre capacité d'autoprotection. Je ne suis pas une victime. Je suis quelqu'un qui a été blessé, et qui a refusé de continuer à l'être. Quelqu'un qui a été trahi, et qui en a fait un avantage. Quelqu'un qui a été attaqué, et qui s'est assuré que l'attaquant le regrette. Tout le monde a commencé à crier quand j'ai révélé la vérité, mais je m'éloignais déjà de ce bruit, vers la vie que j'avais reconstruite, pendant qu'ils étaient occupés à détruire le passé. Et c'est là la vraie victoire, non pas le moment dramatique, mais la préparation stratégique qui l'a rendu possible. Non pas la vengeance, mais la survie. Non pas les cris, mais le fait de partir avec tout ce qui comptait, protégé et préservé. Véronica pensait qu'elle faisait une révélation qui me détruirait. Je n'en ai fait qu'une seule, et elle a mis fin à son propre jeu.